Bonjour à tous. Bonjour. Donc nous, on va vous faire un petit check-up sur l'audit SEO. Donc une des grosses problématiques du SEO. Voilà. Donc je vais laisser Sandrine se présenter. Alors Sandrine Bertrand. Je fais du référencement depuis 2002. Je suis consultante et je travaille avec Julien depuis bientôt 1 an. Okay. Donc moi, Julien Jimenez, consultant SEO plutôt à la base off-site. On a les maîtrises du on-site aussi. Spécialisé netlinking, réseau de sites. Gérant de l'agence Corleone. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé un petit peu l'audit de site en un plan. Et dans ce plan-là, on va expliquer pourquoi on fait un audit de site, quand on fait un audit de site, pour qui, comment, par qui, et surtout pourquoi réellement on fait un audit de site à part entière. Donc là, pourquoi? La première solution qu'on voit chez les clients, c'est pour la performance. C'est pour être plus performant parce qu'aujourd'hui, on a une problématique sur notre site. Pour le ROI, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un site qui convertit mal parce qu'on est 10e position sur une requête. Quand on va être 3e, 2e, 1er, le ROI, si bien sûr le marketing suit derrière, va évoluer. Pour être update, c'est-à-dire pour toujours être à la pointe des choses. On a des microdonnées qui sortent, on a des microdata, on a etc. Donc tout ça pour toujours être à la pointe. Pour s'améliorer, parce qu'on peut avoir un site qui rank correctement et donc vouloir s'améliorer et donc se positionner plus correctement. Pour faire un check-up, justement, pour faire des checklists. Hein. Est-ce que nos titles sont toujours bons? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui les a modifiés? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui... est-ce qu'il n'y a pas des nouveaux prérequis, etc. Parce que ça ne rank pas. Hein. 80% des audits, on les sort parce que ça ne rank pas. Tout simplement... l'après-prod, il y a énormément de soucis qu'on va voir ensuite, mais parce que le site ne se positionne pas. Ranker, ça veut dire se positionner, je ne sais pas si tout le monde dans la salle le sait. On parle de Google, hein, parce qu'on m'a forcé. Il y a énormément de personnes, d'agences, ou de personnes qui viennent chez nous parce que le boss, ou le chef de projet, ou le directeur marketing a dit « on va faire un audit ». SEO, c'est à la mode, c'est cool, etc. Sauf que faire un audit, c'est bien. Appliquer ce qu'on nous dit, c'est mieux. Et le problème, c'est que, on va le voir, le problème de l'audit, c'est qu'il y a énormément de recommandations qui ne sont jamais mises en place. Donc quand, bien sûr, tout le long de la vie d'un site, même quand un site se positionne, justement, à des moments charnières, c'est-à-dire au niveau des soldes, au niveau des fêtes, on peut, par exemple, mettre des rubriques en avant, etc., etc. En amont, logiquement, un audit SEO, quand c'est un nouveau site, il doit se penser en amont. Le but, c'est justement de ne pas payer un double budget. Et puis surtout, en aval d'un projet. Et je dis souvent en avalant la pilule. Parce que le problème, c'est que quand on fait un audit de site, après que le site soit mis en place, vous allez payer en fait 2 fois. C'est-à-dire... la prod, donc pour les développeurs, etc. L'agence SEO qui va faire l'audit et qui va vous dire ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça on refait, et puis contacte mon développeur et puis on refait tout. Sauf que vous avez payé 2 fois. Donc là, on a un gros problème. Pour qui? Pour tout le monde. Quand on livre un audit, on se rend compte que soit on a en face de nous des personnes qui sont averties du sujet, soit on peut avoir tout le monde, c'est-à-dire un stagiaire, une personne qui est dans le design, etc. Là, ça commence à poser problème. Quand on est face à un designer, ah oui, mais ça va pas me plaire. Les développeurs, c'est encore pire, c'est une race assez spécifique. La direction, parce que là, la direction paye et veut tout type de solutions, sauf qu'il y a des solutions qui ne peuvent pas s'appliquer partout. Et pour la communication, justement, on peut avoir affaire à des agences de communication et des personnes qui sont là pour gérer donc, le design, les développeurs, etc. Et ça peut aussi poser souci parce que avoir un site joli, ça ne fait pas un site qui rank. D'accord ? Donc il faut peut-être mieux avoir un site, on prend l'exemple Le Bon Coin. Bon, c'est un site qui est dégueulasse, visuellement, pourtant il rank. Comment ? Donc là, il y a plusieurs parties quand on fait un audit. Il y a l'analyse, tout simplement du site internet. Hein. Il y a les outils. Donc dans les outils, on va prendre des crawlers. D'accord, en l'occurrence, on verra lesquels. L'analyse de log. Donc là, on rentre quand même dans des audits assez pointus.
les statistiques, donc l'analytics, etc. Et là, il y a un point qui est important, le cerveau. Parce que faire un audit par une personne ou par une autre, c'est la jugeote en fait, c'est l'expérience du consultant qui va faire que ça fonctionne ou pas. Nous, par exemple, Sandrine, qui est là depuis 2002 dans le référencement, va avoir une expertise logiquement qui est plus importante que quelqu'un qui est là depuis 3 mois. D'accord ? Donc forcément, il y a le cerveau. Les outils ne font pas tout, loin de là. Les outils amènent la data. C'est l'humain, le cerveau qui va dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. C'est ce que disait en fait Sylvain ce matin. Il y a toujours un humain qui va dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Après bien sûr les outils sont là pour nous aider. L'expertise du SEO, c'est ce que je disais, et puis la logique. Donc la logique du projet, la logique de la boîte. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut sur un audit SEO parce qu'il y a des problématiques justement, on veut garder ces pages-là parce qu'on a un ROI qui est parfait dessus, etc. Donc je ne peux pas changer les catégories, etc. Pourtant c'est ce qu'il faudrait faire, mais donc dans la logique du projet, globalement. Par qui? Logiquement, par des experts. Hein. J'aime pas du tout ce mot. D'ailleurs, je ne me suis jamais proclamé expert ni personne. Ou par des experts. Parce que je pense qu'on a tous vu des audits dans la salle. À un certain budget où on se dit mais what the fuck quoi. Non mais enfin, je critique jamais les concurrents parce que je me dis toujours que si nous un jour un concurrent ouvre un audit à nous et se dit la même chose, c'est pour ça qu'on essaie toujours de monter la barre plus haute. Mais c'est important parce que un audit SEO, ça peut paraître justement, on a des outils, on met une URL dedans, ça nous donne les solutions. C'est pas du tout ça. Hein. C'est vraiment l'expertise du SEO qui va faire que on prend le même site de SEO face à face, il va sortir des précalls, l'autre va sortir du duplicate, l'autre va pas en sortir, l'autre va sortir des canonical, etc. Et quoi? Donc dans l'audit, on va voir la technique. Donc la technique, c'est tout ce qui touche donc au code, etc. La sémantique, donc le contenu. Est-ce que le contenu est cohérent avec ce qu'on veut travailler? Est-ce que le contenu répond à l'utilisateur? Réellement, c'est ce que Google demande, hein, que le contenu soit en adéquation avec les recherches de l'utilisateur. Bon, après, est-ce qu'on peut appeler ça un bon contenu? J'en sais rien. Le netlinking, donc là, on va analyser l'existant, c'est-à-dire tous les liens qui étaient préfaits, parce que lors d'un audit, la problématique ne peut pas être que on-site, elle peut être off-site, justement sur le netlinking. Et on va regarder un petit peu tout, c'est-à-dire un petit peu le rôle d'inspecteur des travaux finis. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a tout ça, est-ce qu'il y a ça, est-ce qu'il y a ça, est-ce qu'il n'y a pas ça? On verra donc à la fin. Je crois que c'est à toi là. Oui, c'est à moi. Alors, quand on fait un audit, moi j'aime bien commencer par le contexte, en fait, essayer de resituer un petit peu le site, et notamment son nom de domaine. Moi je commence par aller voir en quelle année il a été acheté la première fois, pour combien de temps il a été acheté, parce que si vous avez acheté un nom de domaine pour 1 an ou pour 10 ans, on ne va pas y accorder la même confiance. L'extension, une extension, un point bis par exemple, sont connus pour avoir été très peu chers et donc très spammés. Donc ils sont de moins bonne qualité qu'un .fr par exemple, ou qu'un .asso.fr parce qu'on a des conditions particulières, ou qu'un .ch pour les prendre. Est-ce qu'il y a des redirections dessus? Comme en plus c'est la mode en ce moment des HTTPS. Est-ce qu'on a du HTTPS? Est-ce qu'on a du 3W? Qui redirige vers quoi? Comment? Qui sait? Voilà. Parce qu'il y a des fois, on a des enchaînements de redirection de la 301 sur de la 301. C'est pas très très propre. Si on a la chance d'avoir des redirections. Ouais, sinon c'est des problèmes de contenu dupliqué. Je vais voir aussi l'antériorité, et en l'occurrence je passe par la web archive, par la Webpack Machine, et je vais voir un petit peu si mon nom de domaine il a toujours été exploité dans la thématique sur laquelle il est aujourd'hui. Notamment quand on fait du rachat de nom de domaine, par exemple, on peut se retrouver à vouloir exploiter un site sur du casino, et quelques années avant, il a peut-être servi pour du Viagra ou pour du Louis Vuitton pas cher ou je sais pas quoi. Donc déjà, on part avec un boulet au pied, ça va se gérer, mais on va voir, ça peut expliquer des problèmes qu'on va rencontrer. Et la dernière chose que je vérifie, c'est l'IP. Et qui est sur le serveur? C'est qui les voisins du site? Alors, c'est pas... on a vu ça sur un de nos clients, où quand je regarde l'IP, c'est un site tout public, sans aucun problème, et il est posé au milieu du porno. Je me dis que ça le fait pas, en fait. Il vaut mieux le mettre sur son petit serveur propre, quitte à le mettre sur un mutualisé, au milieu de plein d'autres choses, et de mettre de l'adulte avec de l'adulte, et pas tout mélanger. Parce qu'à un moment donné, je pense que
le voisinage, même si je pense que ça peut ne pas plaire à un moteur de recherche comme Google. Ensuite, je vais regarder la visibilité du site. Je vais regarder, mais de façon globale. Hein. Je prends pas, là, pour l'instant, je n'ai même pas encore ouvert un outil. Hein. Je vais juste regarder. Je vais regarder les pages, je vais regarder les documents, je vais regarder s'il y a des images, je vais regarder s'il y a des vidéos. Tout ça, c'est, voilà, on jette la marque du site dans Google et on regarde ce qui sort. On va regarder s'il y a des suggestions. Quand je commence à taper la marque, est-ce que j'ai des suggestions? Quelles suggestions? Quand je commence à avoir des suggestions genre arnaque derrière, je me dis ça y est, ça craint. Je vais regarder aussi s'il y a des sites links. Et s'il y a des sites links, lesquels? Est-ce qu'ils sont de bonne qualité? Est-ce que j'ai des doublons? Parfois, j'ai les mentions légales et le contact. Bon, est-ce que vraiment j'ai besoin de ces deux-là en site link? Non. Donc moi, déjà, je vais me noter dans un petit coin qu'il va falloir que j'en rétrograde certains. Juste, tout le monde sait ce que c'est les sites links ici ou pas? Bon, quand vous tapez donc le nom d'une marque sur Google, en l'occurrence, si le site est correctement créé et a cette popularité, sous la marque, on va avoir en fait des liens. Ces liens-là sont souvent les catégories principales, etc. C'est ce qu'on appelle les site links. Généralement, quand on a un site assez bien, si on n'a pas de site link, ça commence à poser problème. Ensuite, je vais regarder donc en fonction de l'entreprise si on a du local. Je vais regarder si on a du knowledge graph, notamment au moins la fiche de présentation de l'entreprise. Hein, est-ce qu'on a une petite fiche sur le côté? Pas tout à fait du knowledge graph, mais est-ce que j'ai un complément d'information? Et la concurrence. Donc on ne va pas détailler la concurrence, Kevin l'a fait tout à l'heure, mais d'essayer un petit peu de voir ce qui se passe. Est-ce qu'ils ont l'air d'être agressifs, pas agressifs? D'essayer de commencer à regarder un petit peu qui se positionne. Notamment, on peut voir parfois de la concurrence un peu agressive, juste en tapant le nom de la marque. On va les voir en AdWords, par exemple. Donc on sait qu'on va commencer déjà à avoir un peu de bagarre dessus, quoi. Ensuite, je vais aller vérifier un petit peu ce que Google connaît de mon site. Donc je vais regarder le nombre de pages que j'ai dans l'index. Donc commande, site, 2 points, et mon URL. Et je vais essayer de comparer ça avec ce que je connais de mon site. Donc, entre-temps, j'ai lancé un crawler qui m'a dit j'ai 10 000 pages. Si Google me dit j'en ai 5 000 et que moi j'ai vu que j'en avais 10 000, déjà j'ai un problème. Et puis je vais avancer dans le nombre de pages de Google. Je vais avancer et je vais voir à quel moment Google s'arrête. S'il s'arrête, il me dit en premier résultat, je connais 5000 pages de ton site. Et s'il s'arrête en page 3 en disant, en vrai j'en connais 30 des pages, j'ai un souci. C'est-à-dire que j'ai énormément de pages qui ne l'intéressent pas. Donc il va falloir que je résolve ça de façon à avoir un maximum de pages intéressantes pour Google. De la même façon, si je connais mon site et je sais que j'ai 5000 pages et si Google me dit j'en connais 15 000, j'ai un souci quelque part. C'est que j'ai des URL qui génèrent, qui ne doivent pas générer, ou des anciennes URL qui traînent encore. Enfin, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut que ce soit super logique en fait. Si votre site a 10 000 pages, Google doit en connaître 10 000. Il ne doit pas en connaître 2 000 ou il ne doit pas en connaître 25 000. Comme ça peut arriver. Je vais juste ajouter un truc. On a eu une conversation hier avec Zineb qui nous disait justement quand on est au-delà de la page 4, page 5 sur un site de points, par exemple, et qu'on est à 50 URL et qu'on est bloqué, pour nous, SEO, je pense que tout le monde est d'accord, on appelait ça l'index primaire, secondaire. Pour Google, c'est simplement les pages qui n'ont pas de CTR important. Donc c'est de la logique. Hein. D'impression, pardon, excuse-moi. Ouais. D'impression. Donc c'est logique, une page qui n'est pas visitée, dans ces pages-là, elles ne sont pas ressorties. Donc ça revient à peu près à ce qu'on a dit au préalable. Bon, de toute façon, en règle générale, ce sont des pages pas très intéressantes, des sessions rajoutées, la dernière fois j'ai vu, c'était des pages de messagerie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait eu un utilisateur qui se créait, ça générait une page de messagerie. Donc des comme ça, j'en avais 10 000 en fait. Donc Google, celle-là, il en sort 10, puis après il arrête, ça n'a aucun intérêt pour personne. Je vais regarder aussi le nombre d'images, parce qu'en fonction des sites, c'est important, n'oubliez pas vos images. Si vous vendez des robes de mariée, par exemple, les filles, elles ne vont pas chercher les robes de mariée par de la description web, elles vont aller regarder les images. Pareil pour les fleurs, les chaussures, tout ce qui va être visuel, tout ce qui va être mode, etc. Donc, regardez pareil. Donc, on met ça en relation avec le nombre d'images qu'il y a sur votre site et combien Google il en connaît, toujours pareil. Bon, c'est un peu plus casse-pied à compter parce qu'il compte en nombre de pages. En général, il y a entre 5 et 7 images par ligne, pardon, et il y a entre 3 et 5 lignes par page. Donc, globalement, ça va vous donner un chiffre, il faut pareil que ce soit cohérent.
Et en fonction du site, est-ce que vous avez des documents, des PDF, des MP3, des vidéos, des docs, des TXT, des XL, peu importe ce que vous avez. Alors ensuite, je vais aller voir le robot.txt. Le robot.txt, c'est un fichier texte qui se met à la racine du site et c'est par protocole le premier fichier que va aller voir un moteur de recherche. Souvent, il n'y en a pas. Parce que les gens se disent j'ai aucune restriction donc j'en mets pas. Moi j'ai toujours trouvé que c'était dommage que la première chose qu'on dise, qu'on réponde à Google ou à un autre, c'est une page 404. Mettez-le, ça prend 2 secondes à faire et au moins répondez que la première chose que vous répondez à Google, c'est pas document non trouvé, c'est un code 200, oui tout va bien, regarde, je sais que tu as besoin de ce fichier là, donc c'est important. Attention, si Google tombe sur une erreur 500, sur un robot TXT, il s'en va. Donc c'est important de le faire et c'est important de le faire correctement. Ne mélangez pas non plus le dishello et le hello que Google propose, puisque c'est 2 commandes inversées. Il y en a une qui interdit, l'autre qui autorise. Donc attention, vous n'emmêlez pas les crayons entre Google et ses petits camarades. Juste pour information, ça c'est un robot TXT d'un site WordPress. Tous ceux qui ont des sites WordPress, à partir de les 5 premières lignes jusqu'à là, d'accord, ces 2 lignes, vous ne les prenez pas. Toutes celles-ci, c'est pratiquement la même chose pour tous les sites WordPress. En gros, ça veut dire ne va pas dans le WP admin, etc. Le point d'interrogation égale S, donc c'est les recherches de WordPress qui génèrent des pages, etc. Donc ça, vous pouvez le copier-coller, ça fonctionne à peu près sur tous les WordPress. Dans la dernière ligne, si on peut revenir sur celle d'en dessous, les 2 dernières lignes, c'est le sitemap. Maintenant, par protocole, on les déclare dans les robots.txt. Moi, j'aime bien, ça m'aide à les trouver plus facilement, mais je ne suis pas certaine que ça change grand-chose. Alors, le sitemap.xml, donc c'est un format de fichier spécifique en XML qui va lister les URL et qui va leur donner une importance. Pour moi, on ne résout pas des problèmes d'indexation avec un fichier, avec un sitemap. Ça ne changera rien. Si vous avez des pages mal indexées, ce n'est pas en les collant dans un fichier comme ça que ça va résoudre les problèmes. Vous avez résolu vos problèmes de maillage interne d'abord, et ensuite on gardera celui-là. Moi, j'aime bien les scinder, j'aime bien en faire plusieurs. Un pour les pages, un pour les images, un pour les vidéos, un pour les actualités. Ça va me permettre de voir où est-ce que j'ai des soucis d'indexation. Si je mets tout le monde dans le même fichier, je vais aller le déclarer à Google, dans la Google Search Console, et là, Google va me dire, oui, il y a 200 URL dans le fichier, et moi, j'en ai dans mon index 150. Du coup, les 50 que j'ai pas, je ne sais pas lesquels c'est, il va falloir que je match. Alors, quand il y en a 200, c'est facile. Quand il y en a 20 000, ça commence à être plus rigolo. Et quand il y en a 200 000, c'est impossible à la main d'aller vérifier lesquels manquent. Donc, moi, en général, ce que je fais, je vais en faire par déjà les pages, 2, les images, pourquoi pas les vidéos, pourquoi pas les actualités, en fonction de ce qu'on a sur le site, et en fonction des volumes, scindez-les, par exemple, par catégorie. Faites un sitemap par catégorie. Ça va vous permettre de voir est-ce que vous avez une catégorie qui est moins indexée qu'une autre. Peut-être parce qu'elle est moins bien linkée en maillage interne. Donc, en tout cas, moi, je ne m'en sers pas pour indexer des pages, mais moi, je vais m'en servir et je vais les mettre en place pour, derrière, réussir, moi, à regarder et à être plus rapide quand j'ai des problèmes d'indexation sur un site. Donc ensuite, on va parler d'analyse de log. Alors là, je ne sais pas si je vais en perdre plusieurs dans la salle ou pas, mais l'analyse de log, en fait, grosso modo, c'est un fichier qui ressemble à ça. Tout SEO qui commence à faire des audits un petit peu costauds, j'ai envie de dire, doit se pencher sur l'analyse de log parce que c'est tout simplement le comportement en fait, de Googlebot ou d'autres bots. L'analyse de log, c'est ni plus ni moins une IP, d'accord, vous ne voyez pas très bien, mais c'est pas grave, la date, l'heure, le code, en fait là on voit le code 200, et ce qui s'est passé, d'accord, et où elle est, le site, etc. Volontairement, on l'a pas très bien millisible, mais grosso modo, l'analyse de log est une grosse clé sur des gros sites de l'audit SEO. Quand on n'a pas accès au log, ça devient compliqué sur du site important. Hein. Donc là, on va aussi parler de contenu dupliqué, donc le duplicate content. Il y a 2 formes de contenu dupliqué. On va parler en fait de contenu dupliqué interne, c'est-à-dire que le contenu qui est dupliqué dans le site, interpage, c'est-à-dire une catégorie A peut être dupliquée avec une catégorie B, voire ce que disait Sandrine, une catégorie A avec une page en HTTPS peut être dupliquée avec une catégorie A
d'un site en HTTP s'il n'y a pas de redirection. Et on va aussi parler donc de dust et de contenu partiel. Le contenu partiel, c'est simplement une petite partie de texte. Très souvent, par exemple, on voit sous les logos la baseline du site et qui est reprise de partout. Ça, c'est un seul élément. Mais un seul élément plus un autre élément dans une page, ça fait que... Bon, après, c'est une théorie. Le dust, c'est l'inverse, c'est-à-dire que là, c'est une copie pratiquement identique, quoi, sur deux URL différentes, mais du même contenu. Ensuite, on a le contenu externe. Là, c'est une autre forme de duplicate, c'est-à-dire que soit on parle de copie, c'est-à-dire qu'un site trouve mon contenu sympa, je rank bien, me copie mon contenu, soit dans un but de négative SEO, ou soit dans un but d'avoir du contenu positif pour son site, ça peut arriver. Soit c'est du plagiat, on revient dans la copie, soit ça peut être aussi du contenu qu'on va venir cloquer dans le but, soit de faire du mal à un site, soit de venir se positionner et donc de cacher d'autres contenus, mais en utilisant le contenu d'un autre concurrent. Là, on rentre dans des trucs assez techniques. C'est pas le cas sur tous les sites. Le premier réflexe, je pense, d'un SEO, quand on a fait toutes les vérifications, c'est de prendre quand même une phrase un bout de phrase d'un site, le jeter dans Google, c'est un premier réflexe, et on voit tout de suite, grosso modo, s'il y a du duplicate ou pas. Là, par exemple, donc, on a un outil qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc, c'est l'outil de Paul Sanchez qui fera une conférence tout à l'heure. Il y a quelque chose qui est marrant. On voit qu'ici, là, Performance Web, d'accord, le site, a une page, un contenu qui est dupliqué à plus de 26%. Donc, sur un sponsor qui est là, aujourd'hui. Voilà, donc c'était assez marrant, donc on l'a mis. C'est un bon outil, j'ai pas l'habitude de prendre des outils pour les copains. C'est vraiment un bon outil. Des en-têtes. Quand on va lancer un crawler sur le site, donc on va lancer un outil, on en verra quelques-uns, mais type Screaming Frog, Xenu, peu importe. Et on va remonter les codes réponses qu'on envoie. Normalement, on ne devrait avoir que du code 200. Vous ne devez pas avoir d'erreur dans votre site. Donc si vous ne les connaissez pas, donc les 404, c'est ressources non trouvées, donc c'est une page erreur. La 410, c'est en ce moment, je dirais que c'est un peu le truc à la mode. À la place de la 404, on met de la 410. Globalement, pour moi, ça revient au même. C'est un document non trouvé. Il y en a un, la 404, ça peut être une erreur d'URL, par exemple. La 410, a priori, c'est quelque chose de volontaire. On a supprimé la page et on n'a fait volontairement aucune redirection. La 301, c'est une redirection, donc c'est un document déplacé de façon permanente. Ça, c'est impératif quand vous changez d'adresse, vous changez d'URL. Votre produit était sur l'URL produit1.html, vous décidez de l'appeler monmeilleurproduit.html, faites une redirection. Et ça, c'est impératif. La redirection 302, c'est un document déplacé de façon temporaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va dire à Google... tu connais mon ancienne adresse, voilà la nouvelle adresse que j'ai en ce moment, mais n'efface pas encore l'ancienne, je vais revenir dessus. C'est un peu le même principe que quand vous déménagez avec le facteur. La 301, en fait, vous indiquez que vous avez déménagé, on vous colle une étiquette sur l'enveloppe et tout votre courrier va à la nouvelle adresse. La 302, vous vous en servez quand vous partez en vacances, pour faire suivre votre courrier pendant juste un mois, par exemple. Et ensuite, l'erreur 500, l'erreur 500, c'est une erreur interne du serveur. Le serveur, il est planté, il ne répond plus. Alors, juste une petite chose, quand vous avez des erreurs, notamment des 404, pensez à les personnaliser. Et on peut vraiment faire des choses sympas, et notamment, on peut ou avoir de l'humour, et donc, quelque part, récupérer du lien de façon naturelle, parce que les gens qui vont tomber sur la page vont la trouver rigolote et vont parler de vous. Et surtout, et avant tout, à mon avis, c'est ne perdez pas vos internautes sur une 404. Donc n'hésitez pas à avoir un retour à l'accueil, n'hésitez pas à avoir un formulaire, un numéro de téléphone, n'importe quoi, de façon à recapter votre internaute, même si vous vous êtes trompé à ce moment-là. Bon. Donc là ensuite on a l'architecture du site. Dans l'architecture on va comptabiliser les menus. On peut appeler les menus classiques, sidebar, etc.
On peut aussi parler des méga menus. On n'en a pas parlé parce que ça devient vraiment précis. Les méga menus, c'est les menus où vous allez dans une catégorie, vous êtes dans un site de tableau. Dans tableau, vous avez des couleurs. Dans les couleurs, vous avez des sous-couleurs, etc. C'est ce qu'on appelle un méga menu. En SEO, on pense que, enfin, on le vérifie d'ailleurs, que c'est pas très bon. Voilà. Ensuite, on va parler de maillage interne. Donc, maillage interne, c'est très simple. C'est les liens qu'on va faire interpages, que ce soit des catégories du site, etc. La profondeur des pages. Est-ce qu'une page qui est en profondeur 15 a autant de chances qu'une page qui est en profondeur 3 ? C'est-à-dire qu'elle est à 3 clics de la home, par exemple. Si elle a 4 clics de la home, à 10 clics de la home, est-ce qu'elle a plus de chances de ranker ? Les répertoires, le nommage des pages, c'est-à-dire l'URL, en fait, le permalien. La pagination, gros problème classique sur les audits SEO. Les paginations classiques de WordPress sont très mal optimisées, par exemple. Et sur les gros sites, souvent, la pagination peut régler pas mal de soucis. Avec les rel Prevnex, etc., on règle pas mal de soucis. Les fils d'Ariane, on a des microdonnées. Utilisons-les. Ça permet donc un fil d'Ariane pour l'utilisateur. 2, visuellement dans la SERP, quand même, c'est beaucoup plus joli. C'est un breadcrumb, c'est 2-3 trucs à implémenter. Et il y a, je sais pas, 2-3 ans, on s'était amusé en fait à faire des breadcrumbs avec des numéros de téléphone qui étaient cliquables dans le mobile. Google a corrigé cette faille-là. Mais dans le mobile, vous êtes artisan, par exemple, vous êtes plombier à Marseille, vous êtes 2e sur la requête plombier. Dans le mobile, on pouvait cliquer sur votre numéro de téléphone dans le fil d'Ariane. Donc c'était sympa. Donc là, un autre tool sur ce qu'on va appeler en fait le maillage interne, la sémantique, le cocon sémantique, le silo, on peut l'appeler le glissement, etc. Il y a un nouvel outil qui est sorti qui s'appelle cocon.se, ça fait des choses assez sympas. C'est du visuel, on l'attendait parce que entre la technique et visuellement voir ce qu'on a, je sais que chez OneClick, je crois que vous avez un truc similaire, pour l'avoir vu. Bon, pas sur la même chose. En gros, ça permet quand même de voir une visualisation de notre maillage interne et de voir peut-être des problématiques qu'on ne pourrait pas voir techniquement simplement. Le code. Donc maintenant qu'on a vérifié un peu notre maillage, etc., on va aller regarder, on affiche la source et on regarde en vrai ce qui se passe. Première chose, les liens, est-ce qu'ils sont relatifs ou absolus? Alors, en référencement, en tout cas moi, j'ai une préférence pour les liens absolus. Donc les liens absolus, c'est toute l'URL. Les liens relatifs, c'est juste le slash et la fin de l'URL. Alors pour avoir vu dernièrement un problème avec des liens relatifs dans des JS qui buguaient et qui généraient des millions d'URL dès qu'un crawler passait, franchement je les préfère en absolu, mais bon. On va vérifier aussi les caractères invalides dans les URL. Alors n'oubliez pas, on est sur un modèle anglo-saxon sur le web, donc il n'y a pas d'accent. Donc quand vous écrivez un nom de fichier, par exemple votre image dans Windows, vous pouvez lui mettre un nom avec un accent. Genre la photo de l'été, et vous mettez des accents. Sauf qu'on est en modèle anglo-saxon, donc à un moment donné, les accents vont être traduits dans les URL, comme les espaces, les pourcentages 20. Donc même si maintenant les moteurs et les navigateurs le comprennent bien, c'est une source d'enquiquinement. C'est comme les majuscules, les minuscules. Normalement, ça pose pas de souci à Google que ce soit des majuscules ou des minuscules, mais votre navigateur peut mal gérer une majuscule, enfin le serveur, en l'occurrence, c'est renvoyer une 404. Donc attention, faites toujours au plus simple vos URL. Les balises obsolètes, il y a toujours des balises qui servent à rien. La revisit after, pour ne citer qu'elle, qui ne sert à rien du tout. La balise keyword. Alors la balise keyword, si elle ne sert plus pour Google, elle ne sert plus pour beaucoup de moteurs. Donc ou vous la faites et vous la faites correctement. Donc c'est-à-dire c'est une dizaine de mots-clés par page différents. Ou vous la faites pas, mais dans ce cas-là, vous la laissez pas, virez-la. Arrêtez de nous laisser une balise keyword vide, ça sert à rien. Le CSS dans le code. Alors on est vraiment dans les basiques, mais le CSS, on le factorise et on le met dans un fichier à part. On arrête de l'appeler au sein des pages. De la même façon, regardez vos fichiers CSS, arrêtez d'appeler des fichiers qui font 8 tonnes et demie, parce qu'en fait, c'est le CSS depuis 10 ans qui est sur le site, et qu'on oublie de nettoyer. Moi, j'ai vu dans des CSS, j'en ai vu certains me redéfinir le gras quand même. Ça faisait un peu des lignes pour rien quand même. Même chose pour les JS, dans la mesure du possible, essayez de les sortir, de les appeler à part.
Je sais qu'il y a des moments où on ne peut pas parce que c'est compliqué dans le code et quand on les appelle à côté, ça bug, etc. Mais dans 90% des cas, on peut quand même les sortir. Ça va faire des choses beaucoup plus légères. Ma consigne, moi, c'est toujours, voilà, il faut du code light et bio, quoi. Faites des trucs super light. Déjà, il y aura moins d'erreurs. Et bio, ouais, faites des trucs, essayez de faire des trucs propres, de coder vraiment proprement. C'est finalement assez facile et vous allez voir qu'en plus, derrière, ça va vous aider sur le temps de chargement des pages. Si vous avez votre CSS dans toutes les pages, dont 80 lignes qui servent à rien, vous allez ralentir votre chargement de page, alors que si vous faites des choses propres, vous allez gagner quelques millièmes de secondes, mais tout ça mis bout à bout, ça change beaucoup de choses au final. Les données structurées. Alors, Google a annoncé qu'il serait bienveillant avec les sites qui en proposent. J'aime beaucoup les données structurées, c'est un truc avec lequel je trouve qu'on peut vraiment s'amuser. C'est plutôt facile à mettre en place et du coup, on peut avoir vraiment des bons résultats. On en a parlé, il y a le fil d'Ariane. Donc, les données structurées, en fait, c'est expliquer à Google quel est l'élément qu'on lui présente. Là, je vous ai mis un exemple sur les adresses. Donc, je lui dis, regarde, je vais te présenter une adresse. Regarde, c'est la rue. Regarde, c'est la ville. Regarde, c'est la région. Regarde, c'est le code postal. Donc, il sait, Google et les autres savent quel est l'élément que je lui présente. Sans aucun doute, puisque je lui ai dit que c'était un code postal. Donc, il sait bien que ce n'est pas un numéro, c'est pas le numéro de la rue. Donc ça marche bien sur les adresses, ça marche bien sur le fil d'Ariane, ça marche bien pour les vidéos, et notamment quand on a une page sans contenu avec juste une vidéo, c'est ces données-là que Google va aller chercher pour positionner votre page. Il faut lui donner à manger quand même. C'est un moteur, il a besoin de choses à manger. Donc là, ça va vraiment permettre non seulement de le nourrir, mais en plus de le nourrir avec ce que vous voulez, et pas n'importe quoi qu'il va récupérer dans la page parce que vous ne lui avez rien donné. Même chose pour les avis. Les avis, et quand ils sont bien montés, bien propres, bien structurés, on a les petites étoiles. Les petites étoiles dans les SERP, ça fait un meilleur taux de clic. N'oubliez pas, c'est quelque chose que Google donne. À un moment donné, c'est quand même rare qu'il nous donne quelque chose de très précis. C'est tout expliqué, c'est clair et net. Pour les adresses, on voit qu'il y a 5 lignes de code. S'il les donne aujourd'hui, c'est que c'est pas pour rien. Je veux dire, plus on va les implémenter, plus je pense que demain on sera légitime de ranker. Et c'est de la pure logique. On va vers ce monde-là. Et quand on voit la facilité que c'est pour les implémenter, c'est quand même dommage de ne pas le faire. Sur de l'adresse, sur de l'image, sur de l'avis, par exemple, sur WordPress, c'est un plugin avis. Je veux dire, vous activez quelque chose, vous le configurez, c'est 30 secondes. Si la page est légitime, si les votes ne sont pas truqués, etc. Mais logiquement, c'est quelque chose de très simple à installer. Sur du CMS maison ou sur du Drupal, etc., j'ai moins d'habitude, mais ça doit être quelques lignes de code et ça aide vraiment à certains moments. Sur le CTR, c'est ce que disait Sandrine, est-ce qu'avoir des étoiles dans les SERP influe sur le CTR? Oui. Est-ce que le CTR influe sur le SEO? Je laisse 3 petits points. Alors, le balisage sémantique. Alors, le balisage sémantique, les balises H. 5 minutes. Oh putain, je suis là. Les balises donc de H1 à H6, ça permet de structurer le contenu. Un titre, un sous-titre, des sous-sous-titres, etc. Un H1 par page. Dans tous les cas, restez logique. Un H2, c'est pas avant un H1. Hein, c'est assez basique comme truc. Le balisage ne sert pas pour faire des styles. Hein, c'est pas pour faciliter la vie de l'intégrateur, hein, les H. C'est pour le référencement. Récupérer pour le contenu, ça n'a rien à voir avec les feuilles de style. Et j'en ai ajouté dans ce slide-là l'histoire de l'HTML5 et un H1 par section dans les pages. Franchement, moi, les tests que j'ai faits sont toujours pas concluants. Et souvent, c'est plutôt en mode ça se passe pas bien. Donc moi, j'en suis encore au H1 par page, je préfère. Donc là, on va parler du contenu. Il faut qu'il soit clair, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pertinent, qui réponde à l'internaute et vraiment qui réponde à leurs demandes et ou à leurs besoins. On va pas squeezer ce que Christian et Laurent vont faire tout à l'heure. Je pense qu'ils vont vous en parler. Donc on parle de cocon sémantique, siloing, glissement, etc. On n'a pas détaillé volontairement. En plus, on va aller beaucoup plus vite que prévu. Cette slide-là, on va la faire très vite. La balise title, c'est un classique, mais dans 80% des audits, les balises title ne sont pas optimisées. Donc, la plus importante d'une page, le premier contact avec l'internaute, attention à la longueur.
de tête, je crois que c'est 80 caractères actuellement, 70, pardon. Voilà. La description, elle est obsolète en fait pour le ranking. Par contre, elle impacte en fait sur le clic de l'internaute. Plus elle sera optimisée, plus elle sera impactante, plus l'internaute va cliquer. Donc, je peux juste revenir 2 secondes. En fait, vous voyez, quand vous êtes trop long, vous avez des petits points. Donc l'internaute, il ne sait pas de quoi vous parlez. Donc bon, là, globalement, c'était assez facile de comprendre, mais la phrase, par exemple, sur la description, au lieu étrange et jamais, on ne sait pas, voilà. Donc attention, vous faites des descriptions, regardez vos SERP, regardez ce qui apparaît, quoi, parce que c'est vraiment important, ça. Donc les images, on va passer assez vite, c'est les classiques, hein. Donc le nom du fichier est important, on le sait, le poids de l'image, la taille, quand on veut se positionner, plus elle est grande dans un contenu, a priori mieux c'est, des tests qu'on a vraiment fait. La balise title, les exifs, c'est les métadonnées qu'on a dans des images. Je crois que c'est la personne qui faisait la sécurité qui expliquait sur des PDF qu'on a des données. C'est pareil dans les images sur Windows, c'est clic droit, propriété, et vous pouvez modifier les exifs. C'est typiquement comme ça que, par exemple, Fotolia repère les personnes qui volent les photos. Puisqu'on a une data à l'intérieur, il suffit de faire un footprint Google avec Fotolia XYZ, je ne sais pas quoi. Donc là, on vous a donné la balise en fait qui est optimisée. La conférence sera publique, donc vous pourrez la récupérer. La version mobile. Alors, depuis le 21 avril 2015, c'était précis, Google est attentif à la version mobile. Alors, juste 2 conseils. Ne foncez pas tête baissée. C'est pas parce que Google a dit vite mobile, lâchez pas tout, ne collez pas des versions mobiles à l'arrache. C'est un vrai projet, réfléchissez-y. Ne faites pas des versions mobiles en mode full duplicate sur notre URL comme on en voit en ce moment. Pensez-y, on n'y échappera pas au mobile. Donc maintenant, va falloir l'intégrer dans vos projets, sans courir, sans foncer dans le mur, mais de toute façon, il va falloir y passer. Donc là, un grand classique hein, de l'audit, la rapidité de temps de chargement. Au-delà du temps de chargement, on va parler en fait de temps de crawl alloué. On sait que Google alloue en fait dans une période de 24 heures tant de temps à un site. Soit il va visiter ce qu'on va appeler des pages dites utiles, soit des centaines de pages qui servent à rien au SEO. Voilà. Donc l'importance du temps de chargement pour régler ça. Donc il y a la gestion de cache évidemment, la diminution des tailles de ressources et puis la gestion des dates d'expiration. Une page qui n'a pas bougé entre A et B, on n'est pas obligé de la faire recrawler à Google, ça sert absolument à rien. Le netlinking, donc on va auditer l'existant. Première étape que nous on fait, c'est regarder s'il n'y a pas de pénalité manuelle. 2012, je pense qu'on y est pratiquement tous passés. Donc c'est un réflexe, Search Console, analyse de la recherche, et on regarde les pénalités manuelles. L'évolution, donc est-ce qu'il y a des corrélations avec les updates ou pas de Google. Le volume, la qualité, et puis le ratio d'encre. On sait que Pingouin, Kevin l'avait dit dans une étude, que Pingouin, on sait que c'est plutôt les encres. Donc le ratio encre est très important. Et donc on disait tout à l'heure en bonus, nous, ce que Sandrine regarde, je vais la laisser finir. En fait, moi, je regarde plein de choses qui n'ont rien à voir avec le référencement. Je regarde s'il y a des mentions légales ou pas. Google, dans le guide qu'il a sorti, qu'il nous a mis à dispo sur ce que doivent vérifier les quality raters, il y a est-ce que c'est une vraie entreprise en fait. Est-ce que Google se dit est-ce que je peux amener mon internaute en toute confiance sur ce site-là? Donc mettez vos mentions légales, arrêtez de vous cacher quoi. Est-ce que les stats sont bien posés partout? On en a parlé ce matin, mais ça c'est un truc à vérifier. Avec un crawler, c'est facile de vérifier s'il y est partout. Je vérifie les formulaires. Je sais que c'est un peu basique, mais je vais vérifier si le formulaire fonctionne. Je le remplis, je vérifie si je fais des erreurs et qu'est-ce que j'ai comme message. Pareil, est-ce que je peux acheter ou pas? Est-ce que la mise dans le panier fonctionne? Je vais vérifier ma ligne de flottaison, qu'est-ce que j'ai au-dessus, en dessous, etc. Parce qu'il y a des fois, c'est notamment sur les sites de e-commerce, parfois j'ai mon bouton ajouter au panier qui est vraiment trop bas. Donc c'est pas du conseil SEO, mais on va dire au client, bon, remontez là un peu, je pense qu'on va améliorer des choses. L'accessibilité, de vérifier, je vais vérifier les réseaux sociaux, donc sans faire de social, parce que c'est pas mon boulot, mais de dire, bon, si vous avez une page Facebook, linkez-la, mais linkez-la si vous la mettez à jour. Si vous le faites pas, et si la dernière fois que vous avez mis un contenu, c'était il y a 2 ans, moi je suis un internaute, je flippe, je me dis, ça fait 2 ans, ils sont plus vivants, je mets pas ma carte bleue dans leur site. Donc, à la limite, si vous avez votre page Facebook qui n'est pas à jour, la linkez pas. Par contre, si vous la linkez, mettez de façon régulière, au moins une fois tous les 15 jours, mettez un petit contenu, coucou, on est bien là, on est en vie, et répondez aux internautes quand ils vous demandent quelque chose.
Et je vérifie vite fait les réputations, voir voilà, avis, arnaque, etc. Et voir si on n'a pas des choses négatives qui remontent. Je vais passer très vite. La conférence sera donc publique. Là, on vous a fait quelque chose qui est important, je pense. C'est tout ce qu'on a parlé. On vous a fait la liste des outils publics qui soient gratuits ou payants. Hein. Gratuit, bon, on en pense qu'on en pense. Payant, on en pense qu'on en pense. Duplicate content, qui le duplicate pour nous est vraiment sympa. Copyscape, voilà. Payant au niveau choix des mots-clés, etc. Ce Kevin en a parlé, SEMrush, Yoda. Pour voir la visualisation des SERP, en gratuit Ubersuggest, etc. En analyse des liens, bon, ma Majestic, Href, SEobserver, la Search Console. Donc je vais les passer assez vite, on les connaît à peu près tous. Ce qui est sympa, c'est qu'on vous a mis les gratuits pour ceux qui n'ont pas forcément de budget au départ. Le reste, bon, bah, Analytics, les données structurées et Google PageSpeed. Et très souvent, on finit un audit comme ça. Payer un audit, c'est bien. Payer des centaines ou des milliers d'euros sur un audit, c'est bien. Si on n'applique pas les recommandations lors d'un audit, ça ne sert à rien. Vraiment. Et voilà, généralement, comment ça se passe quand on travaille correctement. Donc là, on est sur une courbe avec une échelle quand même de 50 000 visiteurs. On finit 3-4 mois plus tard à pratiquement 100 000 visiteurs. Quand les recos sont vraiment appliqués. Voilà.